Ah, on est le 15 mai, les gars. Je comprends pas. C'est quoi l'expression? Mais fais ce qu'il te plaît. Et ben moi, ce qui me plairait, c'est d'aller sur la plage, me mettre en maillots de bain et aller me faire dorer la pilule. Vas-y. Ah bah ouais, ça caille. J'ai froid. Je n'ai rien. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vous êtes formidables. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On vous a préparé une super émission. Les femmes seront mises à l'honneur et je serai entourée de mes chroniqueurs divers et variés. Divers et variés. Et même. Ah, je n'avais pas ce mot. Préféré, c'est ça. Non, parce que j'étais. Tu vois, ça m'a un petit peu. Enfin, cette tête de chien qui sort d'un manteau, comme ça m'a interpellée. Mais... Donc, j'allais dire mes chroniqueurs. Et mes chroniqueurs animaux, hein, parce qu'on est aussi les amis des animaux. Lâche-moi la grappe. On est avec Kevin ce matin. Oui. Kevin, tu chantes, tu danses? Non, je fais une chronique sur la justice. Ah. Oui, bah oui. oui. C'est la justice, est-ce qu'elle est juste? Ça dépend pour qui. On ne sait pas. Ouais. Il y a toujours deux versions. Exactement. Ça dépend de quel côté nous sommes. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Exactement. On va faire du sport avec Anto. Comme il fait beau, il fait chaud, hein. On est en mai, normalement on fait ce qui nous plaît, mais on va faire du sport et on va s'occuper de la natation. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y préparer, pour s'y entraîner, tout ça, quoi. D'accord. Donc on va faire de la natation sans eau. C'est ça. Super. Bizarre, lui. Hélène, on parle de quoi ce matin? Moi, je vous emmène vous restaurer autour d'un bon repas dans un restaurant de montagne. C'est plus, ça va mieux avec la température. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Eh bien, nous, on va parler d'une saga qui va commencer, la saga des meilleurs outils pour réussir sur les réseaux sociaux. La saga des meilleurs outils. Eh bien, on en apprend tous les jours. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés. Elle est autrice du livre Les Montalbanaises prennent la parole, Madame Myriam Kaff. Coucou Myriam, bienvenue. Comment tu vas? Très bien, et toi, merci. Je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau. Plaisir vraiment, c'est un honneur, c'est vraiment, vraiment sympathique. Tu es experte en communication et autrice. Tu as grandi, tu as fait tes études à Casablanca. Tu te rappelles de ce que tu voulais faire quand tu étais toute petite? Je voulais être journaliste. En fait, c'est un rêve qui m'a poursuivi toute ma vie. C'est quand j'étais petite, à l'époque, on regardait énormément la télé avec mon papa, notamment en fait les questions les sujets de débat. Et il y a une journaliste qui m'a marquée quand j'étais petite. C'était Anne Sinclair. Ouais, elle est géniale. Et en fait, depuis ce jour-là, quand je regardais son émission, c'est pour ça que tu mets une veste bleue comme elle. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Et en fait, je voulais être journaliste. Ta maman est décédée quand tu avais 8 ans. C'est ton papa, architecte, qui a été ton modèle. Tout à fait. Toujours à Casablanca, tu as fait tes études et tu as obtenu ton diplôme de journaliste. Alors, tu me l'as dit, hein, le journaliste, parce que tu étais fan d'Anne Sinclair et parce que tu désirais être journaliste. Et tu n'as pas continué dans cette voie. En fait, je voulais sillonner le monde, je voulais découvrir, je voulais faire parler des gens. J'ai travaillé pendant des années dans la presse. J'ai fait énormément de reportages. J'ai rencontré Simone Bitton, Leïla Chaïd, Gad Elmaleh. J'ai fait beaucoup d'interviews pendant 5-6 ans. J'ai travaillé dans la presse. Et en fait, j'ai commencé très jeune. J'étais majorante de ma promotion. Du coup, mon premier poste, je l'ai eu à la remise des diplômes. Et à un moment, je voulais passer à autre chose. Je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Me mettre derrière un bureau. Mais tu avais réalisé ton rêve. Voilà. Donc voilà, et je voulais découvrir autre chose. Et je suis tombée dans la communication, en fait. Ouais. Tu es venue t'installer à Paris en 2005. Tu as continué tes études en communication et en géopolitique. Tu étais une étudiante très studieuse. Oui, je suis arrivée en 2004. Et c'est vrai que les études m'ont toujours passionnée. J'avais cette soif de recherche, d'études. J'ai fait mon diplôme à l'Institut français de presse. Après, j'ai découvert la géopolitique. Et en finissant mon master, mon professeur à l'époque, Jacques Parra, qui est décédé il y a quelques années, qui me dit « Mais on ne fait pas de master sans faire de thèse. Il faut faire la thèse. » Et en fait, je me suis lancée dans la thèse. J'ai fait 4 ans de recherche. Malheureusement, j'ai dû lâcher un moment parce qu'il fallait que je reprenne le travail, en fait. Et voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, ça me passionne toujours de faire de la recherche. Tu t'intéressais déjà à la cause féminine? Oui, ça fait des années que je travaille dessus. Quand j'étais à l'Institut français de presse, c'était le thème de ton doctorat. Voilà, tout à fait. C'était sur la place des femmes dans les médias.
Et en fait, depuis, j'étais très sensible à cette question. Alors justement, on n'a pas le temps de débattre vraiment dessus, mais t'imagines bien que ça m'intéresse. Que penses-tu de la place des femmes dans les médias aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais elles ne sont pas encore assez visibles. Enfin, si on parle de la France, par exemple, ou même, moi, je me considère comme une citoyenne du monde. Et en fait, on vit tous ensemble, malgré les frontières. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Elles peuvent être dans énormément de débats aussi. Et puis, en dehors de la posture de la journaliste, elles peuvent aussi être dans les interventions, dans l'expertise. Donc, il y a du travail. C'est vrai, mais on a fait quand même un énorme bond. J'en parlais avec mon rédacteur en chef, Gilles, juste avant que tu arrives ce matin. Moi, je suis dans les médias et dans la télévision depuis plus de 20 ans maintenant, et il y a eu un énorme changement ces 10 dernières années. Tout à fait. Tu travailles depuis longtemps sur le leadership féminin. En quoi consistent tes recherches ? En fait, suivre un peu l'évolution du monde et voir un peu ce qui se passe de mieux dans d'autres pays. On est là en fait pour pour travailler tous ensemble et puis s'encourager. Donc, si on voit qu'il y a de bonnes pratiques qui se passent aux États-Unis ou ailleurs, mais en Afrique aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'idée, vraiment, c'est d'essayer de transmettre toutes ces idées. J'ai beaucoup vadrouillé dans le monde. J'ai fait, je crois, une 60aine de pays, que ce soit pour le côté personnel ou pour le travail, de par mon travail de journaliste et dans la communication également. Et du coup, je suis très sensible à ces questions, en fait. J'adore être dans l'échange, et puis transmettre ces idées. Transmettre, s'inspirer. Je présume aussi que ton regard a encore été modifié depuis que tu es devenue maman. Tu es maman d'une petite fille, en plus une fille. Donc tu dois être encore plus attentive à la question de la place des femmes. Tu es également très impliquée dans les missions humanitaires. Oui, en fait, j'adore ça. Parce qu'on reste quand même, on vit dans ce monde, même si on peut être dans un pays où tout est calme, il n'y a pas de guerre et autres, mais on est sensible à ce qui se passe ailleurs. Et puis, je crois qu'on fait partie d'une génération encore plus, celle à venir, celle de ma fille par exemple, on bouge énormément. La dernière que j'ai faite et qui m'a vraiment... je considère que c'était la grande aventure de ma vie, c'était Follow the Woman, avec Deta Regan, qui est une Anglaise et qui a initié une opération en fait, dans le Proche et Moyen-Orient au soutien aux femmes dans la guerre. Normalement, les femmes dans les guerres ne devraient pas être impactées, mais ce n'est pas le cas. Et on a fait un voyage à vélo. On a fait 350 km à vélo. On a fait Paris-Damas en avion, heureusement. Et après, c'était la Syrie, le Liban, la Jordanie et le Moyen-Orient, en fait. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des femmes sur place, de discuter, d'échanger et puis voilà, de les écouter également. Tu parlais de tes voyages. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué qu'un autre ? On en parlait avec Hélène tout à l'heure, c'est le Cap-Vert. C'est vrai que chaque pays est différent de l'autre. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai des destinations que j'ai refait avec ma fille et mon mari et je les redécouvre différemment. Donc du coup, on a ce regard qui change avec le temps, avec l'âge, avec les personnes qui nous entourent. Et l'été dernier, c'était un pur hasard. On a choisi le Cap-Vert et franchement, on a trouvé que c'était un pays super sympa. D'ailleurs, on compte y retourner. Les gens sont très chaleureux et puis c'est un beau pays à découvrir. En 2018, tu as quitté Paris pour te rapprocher de la nature à Montauban. En deuxième partie d'émission, on parlera de ce livre. Les Montalbanaises prennent la parole. Mais tout de suite, je te propose de découvrir la suite de notre série sur D'Artagnan. On découvre aujourd'hui les armes de nos mousquetaires. C'est parti, reportage. La légende d'Artagnan est bien vivace. À Lupiac, le personnage est incarné par un Allemand, Thomas Samek. Médecin urgentiste dans la vie, il est devenu docteur S. d'Artagnan. Un titre que l'on peut aussi octroyer à Maxime Fillos, intarissable sur les mousquetaires et leur arme éponyme. Les mousquetaires à cheval n'avaient pas de mousquet. Ils pouvaient l'utiliser, mais d'Artagnan... Quand il a été avec la casaque bleue, parce qu'avec la casaque bleue, c'était les gardes du corps du roi, c'était la maison du roi, c'est 150 personnes. Eux, c'était la rapière. Louis XIII a doté la compagnie de cet ancêtre du fusil, peu précis, très lourd et compliqué à charger. Il est à l'origine d'une expression funeste. L'expression « passer l'arme à gauche », c'est lorsqu'on rechargeait le mousquet, parce qu'il faut passer la baguette, il faut mettre de la poudre, il faut
mettre la petite balle dedans, retasser tout ça. L'ennemi, il en profitait pour vous tirer dessus. Et le soir à l'appel, quand on vous appelait, les copains ils disaient « arme à gauche ». Ça voulait dire que vous étiez mort en rechargeant le fusil. Le mousquet aura été fatal à D'Artagnan. Le 25 juin 1673, Français et Anglais combattent ensemble en Hollande, à Maastricht, pour faire tomber la ville. Il est sous les ordres du général de jour, qui est le duc de Monmouth. Et le duc a 24 ans. D'Artagnan approche ou à la soixantaine. C'est un officier d'expérience. Et au lieu de prendre les tranchées, les couverts, que Vauban a fait creuser pour protéger justement les hommes, pour protéger des vies, le duc, lui, dit on ne va pas perdre de temps, il faut s'élancer à découvert. D'Artagnan dit mais mon prince, ce serait folie de s'exposer ainsi au feu de l'ennemi et de faire prendre un tel risque à nos hommes. Le duc ne veut rien entendre, il s'élance. Que peut faire D'Artagnan? Lui, c'est l'obéissance qui compte avant tout. Il obéit au général de jour, il le suit. Et c'est en passant, là, à ce passage très étroit vers la demi-lune de la porte de Tongres, qu'il est frappé par une balle de mousquet. Et il tombe raide mort. Cor huit et letum, là où elle s'abat, la mort aussi. C'était la devise des mousquetaires parlant d'une bombe ou d'un boulet de canon. La célèbre citation d'Alexandre Dumas, « Tous pour un pour tous », reste d'actualité au château de Castelmore. Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidables. Ce matin, on va parler avec Alice de réseaux sociaux, puisque c'est notre experte en réseaux sociaux. Vous avez un point commun, puisque Alice a aussi vécu à Casablanca. Et oui, je disais salam, Mariam Kaf, je suis très contente. Ana Gaouria, pour les personnes qui nous regardent, eh bien, ça veut dire que j'étais la petite étrangère de Casa, mais bien accueillie. Darbeida, ça veut dire Casablanca. En Darija, oui, hein, la Maison Blanche, tout à fait. Voilà. Ouais. Et le Darija, c'est l'arabe marocain. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc je suis très touchée et honorée de te rencontrer puisque ça a été ma première expérience professionnelle. Moi, le Maroc m'a accueillie. D'accord. Donc j'ai un lien très fort avec le Maroc. D'ailleurs, je pars demain au Maroc. Oh, c'est super. Et la première entreprise où j'ai commencé s'appelait Saga. Et aujourd'hui, je lance la saga des outils sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez incroyable. C'est quoi la saga des outils? Alors, la saga des outils, eh bien, c'est des outils que je vais vous donner pour, on va dire, faire en sorte que évoluer sur les réseaux soit un jeu, que ce soit plus optimal et que vous obteniez de meilleurs résultats. Mariam, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Énormément de par mon travail, donc j'essaie de ne pas être trop présente non plus, mais j'essaie d'optimiser en fait ma présence sur les réseaux sociaux. D'accord. Et je ne raconte pas ma vie, mais plus le côté professionnel, et puis des fois quand il faut parler des choses qui m'attirent ou qui m'intéressent, on est aussi dans le partage quand même sur les réseaux sociaux. Eh bien écoute, je vais te donner 3 outils qui peuvent peut-être t'aider. Oui. Alors, Mojo App, c'est une application en fait qui met en place des petits modèles de vidéos animées super sympas avec des effets, des transitions, et il suffit juste de mettre tes actualités, tes textes et les photos, ça va te faire un rendu super sympa. Pour une actualité, l'humanitaire, ça peut beaucoup aider. Ça le fait seul en fait, c'est un peu tout seul, exactement, pour les personnes qui ne veulent pas monter. Pour celles qui veulent aller plus loin, deuxième app, c'est CapCut. C'est un tout petit peu plus complexe, mais franchement, c'est très intuitif. Je vous invite à tester. Il y a une version gratuite qui permet de faire 2 super masques, c'est-à-dire par exemple d'utiliser 2 Mariam dans une vidéo. Il y a aussi des applications d'effets où on peut rajouter du son, des sous-titres. Et c'est très sympa pour passer un message de rajouter les sous-titres en légende. Voilà. Et puis la troisième, on va dire, app vraiment utile, elle s'appelle TrendTalk. Elle permet d'aller analyser les tendances qui se passent aux États-Unis et dans d'autres pays avant qu'elles n'arrivent chez nous, afin de percer avant les autres. Et c'est vraiment une super application qui analyse les hashtags du moment, les sujets du moment, les musiques du moment. Et je vous la recommande. Ah, ça c'est super intéressant, ça m'intéresse. Oui, c'est une application qui va permettre, même si tu as un sujet sérieux, de pouvoir agrémenter avec soit un petit peu de pédagogie ludique, soit être sûr que ton reel, ton TikTok ou ton short fasse des vues. Et en fait, ça se renseigne sur les trends sur Instagram et sur TikTok? Alors en fait, principalement, ça va être des sons TikTok. Parce que souvent, la tendance musicale ou des sons, ça va être TikTok. Par contre, les hashtags sujets, ils vont concerner Twitter,
Instagram et TikTok. Tu sais quoi, on va essayer de parler à nos téléspectateurs parce que là, on voit qu'on est avec quelqu'un qui connaît les réseaux sociaux, mais effectivement, je me rends compte qu'on dit trend, qu'on dit hashtag, etc. Ah oui. C'est pas forcément accessible à tous. Voilà, Donc, on va juste revenir 2 secondes dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une trend? Alors une trend, c'est une tendance, c'est un mouvement à suivre dans le digital. Ça peut être soit des mouvements, ça peut être une trend de danse. Alors, je ne vais pas trop vous le faire parce que moi, la danse... Et puis, fais attention, tu as un chien dans le manteau, en plus. C'est assez limité. Ça peut être aussi une trend avec les mots. Par exemple, on va dire, je passe le téléphone à la personne la plus belle de la planète et hop, je lui passe le téléphone. Et puis, ça peut être des trends de tonalité. Par exemple, on se bat pour un mouvement féminin. Ça peut être une tonalité en rapport avec le sport. Donc, en ce moment, ça peut être les JO et on va avoir plein de trends de sport. Je ne sais pas ce qui va sortir sur Internet. J'ai hâte de savoir. De découvrir. Voilà. Et puis, ça peut être de l'humour. Voilà. Ou ça peut être juste une trend musicale, c'est-à-dire une chanson qui est en tendance. On a par exemple son Beyoncé avec son revival country, on l'a entendu de partout. On a vu plein de choses, de contenu sur les réseaux sociaux avec la musique de Beyoncé. C'est pareil, utiliser cette musique permet que le contenu soit mis en avant puisque c'est à la mode en ce moment. Absolument. Et le hashtag, en 2 secondes? Alors, le hashtag, c'est ce petit symbole de dièse qui est une sorte de mot-clé qui permet de référencer le post ou la vidéo qu'on a postée et que Instagram ou TikTok ou YouTube ou Facebook puissent trier en fait votre contenu quelque part en fonction d'une thématique. En ce moment, il est moins tendance puisque ce qui est tendance, c'est les mots-clés tout court, c'est-à-dire dans la description. C'est le texte qu'on va mettre explicatif de notre vidéo ou du message qu'on veut faire passer et ça permettra d'aller toucher notre client cible ou notre audience cible. Par exemple, si je dis « je suis la femme la plus belle de la planète », eh bien, il n'y aura qu'une personne dans cette catégorie, ce sera Ariane et bien sûr toi, Maëlène, qui vient d'intégrer la catégorie. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces explications, Alice. Et je trouvais que c'était bien d'éclaircir un petit peu parce que tout le monde n'est pas aussi n'a pas autant de connaissances que toi. Alors, c'est la magie de la télé, Myriam. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un chassé-croisé de chroniqueuses. C'est-à-dire que, tu vois, comme les Haussiens et les Juilletistes, qui se croisent sur la route. Mais moi, j'ai un croisé de chroniqueuses. Elle va partir et une autre chroniqueuse va arriver. Attention, magie. Hop là, jingle. Tadam! Et voilà. Hélène est avec nous, alors je pense que vous vous connaissez avec Hélène. Tout à fait. On s'est croisés à Montauban. Oui, en fait. voilà. Oui, voilà. Les Montalbanaises en force sur le plateau. Pas d'origine. Pas d'origine, mais d'adoption. Voilà, c'est ça, d'adoption. Voilà. Toutes les deux, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais, moi, je suis originaire de l'Hérault. D'accord. Mais ça fait quelques années quand même que je sillonne le Tarn-et-Garonne et Montauban. Alors, raconte-nous. Et toute la région, justement. Oui. Et vous savez que ces derniers temps, j'ai une zone de prédilection, c'est l'Ariège, la partie ouest de l'Ariège, qui est entièrement couverte par le parc naturel régional de l'Ariège. C'est cette région qu'on appelle le Couserans. Et elle a comme spécificité d'avoir 18 vallées. Mais il y en a une que j'affectionne particulièrement parce que son orientation, l'orientation du Talwex, fait qu'elle est plus large et elle va d'ouest en est et donc elle est moins humide, plus ouverte. C'est la vallée de la Bélongue qui est traversée aussi par une rivière, la Bouillane. On peut s'y baigner l'été, c'est un petit bijou. Et dans cette zone-là, on a encore tous ces villages qui n'ont pas trop bougé, qui jalonnent la vallée, des villages qui datent de l'époque médiévale. Et au début de la vallée, il y a Argin. Et Argin, c'est un petit bled, j'allais dire, de 200 âmes, mais dans lequel on trouve encore un café et un restaurant. Et ce restaurant, il me fait penser au restaurant de campagne qu'on pouvait découvrir à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde y vient. On y vient pour le menu du jour, on y vient pour les repas de famille. C'est vraiment porté par les deux gérants, Yann et Sherazade, qui s'en donnent à corps et âme, je dirais, parce qu'ils vivent juste au-dessus, ils commencent tôt, ils finissent tard, et ils reçoivent vraiment avec le cœur. Et on croise des gens de tous horizons. On a des travailleurs, on a des touristes, bien sûr. Et ils ont su aussi insuffler des moments, une dimension sociale au restaurant, c'est-à-dire qu'on va fêter les fêtes de l'année, Noël, au travers des menus, mais aussi au travers d'événements, des concerts. Ça mène vraiment de la vie dans ces vallées et ça devient rare. Vraiment, que ce soit vécu de cette manière-là. Et la dimension sociale qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont développé la livraison de repas pour les personnes âgées qui veulent rester dans les vallées. Oui.
c'est pas tout repos, hein, parce qu'il sillonne je me doute. autour, 20 Je me km. doute. On a suivi la sœur de Sherazade qui, ce jour-là, fonçait pour livrer les personnes âgées. On voulait vraiment créer un lieu qui nous ressemble, c'est-à-dire en termes de cuisine, d'accueil, de festivités, d'organisation de petits événements. Et on a eu cette opportunité, au bout de quelques années de recherche malgré tout, de tomber ici, notamment grâce à l'appui de la mairie du village, principalement, mais aussi d'autres acteurs locaux qui ont compris un peu notre concept. Yann Estac, propriétaire du restaurant l'Estacade, avec Sherazade. Je suis originaire de la vallée, de la Bélongue, un petit village au-dessus qui s'appelle Orgibé. Donc si vous voulez, moi, le nom Estac, c'est typiquement Couzerané. J'ai tous mes arrière-grands-parents, il y a encore pas très longtemps mon grand-père. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier, donc en comptant mon apprentissage. Et j'aime vraiment faire découvrir aux clients des choses qu'ils ne mangeraient pas chez eux. Je m'appelle Sherazade Estac, donc je suis chef de cuisine ici. Avec mon mari, on a acheté ce restaurant. Je viens de la région parisienne, banlieue parisienne exactement. Je suis venue en vacances ici il y a 14 ans à peu près. Et, parce que mon mari, lui, est originaire de la vallée. Et je suis tombée amoureuse du coin. Donc je l'ai harcelé pour qu'on vienne emménager ici. Parce que je ne me voyais pas rester à Paris éternellement, c'était plus possible. On a mis du temps à trouver notre restaurant. Mais on a finalement réussi donc en 2021. Et pour rien au monde, je retournerai à Paris. J'essaie toujours de m'avancer un maximum, puisque mais je suis toute seule en cuisine. Et je fais tout moi-même. Le but, c'était vraiment de travailler les produits locaux un maximum, travailler avec les éleveurs du coin. Pour nous, c'est une passion avant tout. Aller chercher nos produits avec nos petits producteurs, nos petits éleveurs, aller dans la nature, glaner des plantes ou autre dans le jardin. Et nous, on fait ça vraiment par passion parce que c'est ce qu'on aime avant tout, recevoir, offrir. La formule du jour change tous les jours, mais la carte également. La carte, je la change toutes les semaines parce que moi, j'ai peur de me lasser en cuisinant la même chose, mais j'ai peur de lasser les clients à force de manger la même chose. Donc on essaye vraiment de varier, de varier un maximum en fait. J'avais peur personnellement en arrivant en Ariège de choquer un peu avec mes mélanges, avec ma cuisine. Et pas du tout. La plupart des gens ont adhéré. On a des clients qui viennent d'un peu partout. Donc ça c'est génial, on est vraiment très heureux. Pareil pour les portages de repas, donc à domicile pour les personnes âgées. L'ancien propriétaire avait déjà développé ce système de portage et puis on a explosé les records dans le sens où l'été on est à 70 personnes, l'hiver on est à une 50aine de personnes qui ont besoin de nos services. Le but en fait des portages de repas c'est qu'ils restent chez eux un maximum, de leur éviter d'aller en maison de retraite. Et c'est vrai que manger des bons repas à la maison quand ils ont une présence aussi qui vient leur tenir compagnie, même si c'est que 10 minutes par jour, mais ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir et nous ça nous tient à cœur en fait, ça nous tient énormément à cœur. Alors, qu'est-ce que vous me portez aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que je veux porter? Bon, alors là, vous avez purée steak haché avec une petite sauce, un petit bouillon. Et en deuxième plat, vous avez des salsifis avec du bœuf bourguignon. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. Ce matin, à mes côtés, Myriam Kaff. On va parler désormais de ton livre, Les Montalbanaises prennent la parole. Tu as écrit ce livre et tu as travaillé en collaboration avec Johanna Cavell, qui est photographe. Comment vous vous êtes rencontrée avec Johanna? C'était une recommandation. En fait, quand j'ai commencé à penser à ce projet. Au début, il n'y avait pas du tout l'idée du livre. C'était vraiment donner la parole. Et comme je le dis souvent, c'est ma fille qui a un peu initié ce travail. Je m'intéressais à la question de la femme, mais quand je vois le monde, je crois que quand on devient maman, on commence à voir certaines choses dans le regard de nos enfants. Et on voit l'avenir à travers ça. Ça tout change en fait. Et donc du coup, je voulais donner la parole à des femmes pour repositionner des questions d'actualité, mais on est tellement pris par le quotidien qu'on les met de côté, en fait, qu'on s'y intéresse plus.
Et donc, du coup, je voulais rencontrer des femmes, des Madame Tout-le-Monde, et leur poser la question. Il me fallait une photographe et on me l'a recommandé. Tout le monde me parlait de Johanna Cavell. On a pris rendez-vous, on a pris un café. Je lui parle du projet. Je lui avais dit que c'était du bénévolat. Et que voilà, au début, c'était vraiment un tout petit projet quand on a commencé. Et elle était emballée par le projet. Elle m'a suivie dans l'aventure. Donc ça a duré 3 ans quand même. Et elle y a cru, en fait. Il fallait vraiment y croire dans ce projet. Et c'est ce qui a marché. C'est ce qui a fait que le binôme a marché pendant ces 3 dernières années. Ce qui est dingue, c'est que tu as rencontré les plus grands, tu as voyagé dans le monde entier. Et là, c'est à Montauban, ta ville d'accueil, ta grosse ville, ton gros village d'accueil, qui t'a donné cette envie et qui t'a inspiré pour justement aller voir les femmes qui t'entouraient. Justement, en fait, parce que j'ai pu, à travers mes expériences professionnelles, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je travaille quand même dans la communication, et j'ai pu accompagner des grands patrons. Et à travers, en fait, ces expériences, j'ai pu rencontrer, par exemple, on avait été reçus par le roi d'Espagne, par le président du Sénégal, le président de Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, on a pu rencontrer énormément de personnalités, et puis je côtoyais un peu le CAC 40. Mais il me manquait quelque chose. J'ai envie de connaître. Je crois que c'est ma personnalité, cette curiosité de petite fille qui est restée en moi. Et du coup, l'idée, je voulais aussi savoir et connaître la vie de Madame Tout-le-Monde. Le livre a commencé avec ça. Après, par exemple, j'ai de tout. L'idée, c'était vraiment de faire une sorte de cartographie de la ville de Montauban. Et justement, comment tu as sélectionné les personnes qui sont présentes dans le livre ? Quand j'ai commencé le projet, je ne connaissais pas énormément de monde à Montauban. Et quand j'ai déménagé sur place, quand j'ai déménagé à Montauban, mon premier contact, c'était un peu les mamans de l'école, si on veut. Oui, le réseau de ma sœur, qui était installé à Montauban. Donc ça commence toujours par là. Et ça s'est fait petit à petit. En fait, je voulais du qualitatif. Je ne voulais pas partir sur la quantité, sinon j'aurais pu le faire en moins de temps. Mais je voulais vraiment rencontrer des personnes, discuter avec elles. C'est ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, on a sélectionné, nous, certaines photos du livre. C'est que les portraits de femmes, quasiment que de femmes exceptionnelles, mais on ne peut pas tout faire. Il va falloir se procurer le livre. Je voudrais commencer par Marie-Olympe de Gouges, forcément, puisque c'est une figure du féministe. Elle est montalbanaise, sublime. Tu savais qu'elle était de Montauban ? Oui. En fait, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé par Olympe de Gouges, parce que pour moi, c'était... L'idée, en fait, c'était de lui rendre hommage et puis rappeler tout ce pourquoi elle s'est battue, en fait, pendant des années. Donc, lui donner un peu, je sais que même 10 livres ne lui donneraient pas la place qu'elle mériterait, mais c'était ma manière à moi de lui rendre hommage. Et puis montrer que Montauban, c'est le berceau de femmes qui se battent pour les femmes. Tout à fait. Allez, on continue, page 32. Alors là, Selima, c'est ta sœur. Elle est architecte. Tout à fait. Que j'enlève le post-it parce qu'effectivement on ne voit pas. Elle est comme ton papa d'ailleurs. Elle a suivi, elle est partie sur les traces de mon papa. Elle voulait être architecte, elle aussi, c'était très clair dans sa tête depuis toute petite. Comme quoi on est façonné, je crois, par notre enfance et puis notre entourage. On continue, page 32, on parle de Babette. Tu peux nous en parler de Babette ? Alors, Babette, je l'ai rencontrée à travers ma sœur. C'est une femme qui, en fait, comme toutes les femmes du livre, qui est formidable, qui apporte énormément de choses. Et son point de vue est très intéressant. Si on lit son témoignage, elle parle d'une époque que peu de gens connaissent, surtout la génération d'aujourd'hui. C'était la période où la femme n'avait pas le droit de porter le pantalon. Donc, du coup, c'était bien de le rappeler qu'elle travaillait, mais qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Aujourd'hui, ouvrir un compte peut se faire en ligne, et ça nous paraît tellement banal. Et c'est bien, je trouve, de rappeler à cette génération qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour en arriver là. Et que c'est pas si vieux que ça. Justement, c'est pas si vieux que ça. C'est pour ça que je le rappelle, parce que je me dis, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai intervenu dans une école à Montauban à la demande de l'institutrice et j'en ai parlé, et la réaction des enfants, c'était des classes de CM1 et CM2 qui me disaient, même dans les dessins animés, elles n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Et en fait, chacun a ses repères, donc c'était bien de le rappeler. On continue avec Soraya, qui est juriste et qui a monté une association pour soutenir son fils. Elle est dans le foot féminin. Ah oui, bon, c'est page 172, parce que hop, tac. Alors, je vais la retrouver ici peut-être. Alors, Soraya... Je crois qu'on l'a en photo à l'antenne. D'accord. En fait, Soraya...
Soraya, qui est juriste, a monté l'association Les Petits Héros contre le cancer. En fait, c'est une association qui vient en soutien aux familles et qui sillonne la France à travers un rallye des Petits Héros pour soutenir les familles. Et on continue. On va continuer. Avant ça, tac, c'est ici. Hop. Celle-ci, c'est ta fille et toi. Voilà, Yasmine. On a cette photo et on a aussi la photo de ta fille avec son témoignage. Alors il y a plein de petites filles à la fin, ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement il y a plein de petites filles avec des messages du cœur qui parlent de la place des femmes, etc. Ta fille Yasmine dit je n'ai pas besoin qu'un garçon me dicte comment me comporter. Vous savez, ils arrivent à un âge où c'est un peu la répartition en fait dans la cour de récré. Oui. C'est les garçons. Moi, j'assiste par exemple depuis 2 ans. On n'a que des anniversaires de filles ou de garçons. Et c'est moi, je t'aime moi non plus. Et je crois que c'est passager avant le passage au collège, vers 10-11 ans. Et c'est l'occupation du territoire. Inconsciemment, en fait, ils ne le cherchent pas. Mais c'est juste qu'ils commencent à grandir et que chacun veut prendre sa place. C'est très intéressant. Moi, ma fille, j'ai une petite fille qui a eu 5 ans hier et j'ai un petit garçon avant et elle veut jamais être la fille. Et je lui dis mais attends, mais c'est génial. Dans les histoires, elle veut toujours être le garçon. Quand elle a un jouet, elle veut que ça soit un garçon. Et mon fils lui dit t'es la fille. Et je leur dis mais c'est génial d'être une fille, d'être une femme, c'est super. Et bon, ça changera. Elle a 5 ans. Mais oui, elle veut absolument être le garçon. Alors que c'est tellement bien d'être une femme. En parlant de garçon, c'est l'homme qui est présent dans ce livre. Il y en a un. Pourquoi lui ? Alors, au début, j'ai commencé par les femmes. Et après, je me disais, la question de la femme ne concerne pas que la femme. Cette société, on l'a construite ensemble. On a besoin l'un de l'autre pour vivre dans tous les cas. Et il fallait un homme. Il fallait trouver l'homme qui allait compléter. Raphaël est professeur de danse. Tout simplement, c'était à l'époque, quand j'ai commencé, j'emmenais ma fille au cours d'initiation à la danse pendant une demi-heure, donc je restais devant le cours et j'ai pu en fait observer cette classe qui arrivait à 13h30 où il y avait, je crois, si ma mémoire est bonne, il y avait 12 filles et 1 ou 2 garçons. Et c'est là où on comprend que les choses n'ont pas encore beaucoup évolué sur cette question-là. Donc je ne le connaissais pas du tout au début. Je suis allée vers lui, je lui en ai parlé. Et il était intéressé par l'histoire. On en a discuté. Il me dit, je participe. Il a été très courageux et je le remercie énormément parce que faire partie d'un projet où il est finalement... C'est vrai qu'on fait parler les femmes, mais on s'intéresse aussi à cet homme. Mais c'est ça être féministe, et pas de mettre l'homme de côté, bien au contraire. Et c'était en fait de manière symbolique de dire que cette société, nous la faisons ensemble, tout comme la participation des petites filles. Elles sont moins de 10, mais c'est pour dire que nous, on est là aujourd'hui, mais c'est elles le relais. Et puis toute cette société, on la prépare pour elles. Allez, je te propose désormais de découvrir un nouvel épisode de notre série Déco. On apprend aujourd'hui à fabriquer des plantes en tissu. Intéressant. Est-ce que vous avez remarqué que dès qu'on franchit les portes d'un magasin de déco en ce moment, on tombe sur des bouquets de fleurs séchées? Moi, j'adore ça, je ne vais pas dire le contraire, mais finalement, ça a quand même un certain coût. Et là, je vais vous proposer une alternative pour qu'on fabrique nous-mêmes nos fleurs, et donc pas des fleurs séchées, bien évidemment, mais des fleurs en tissu ou en papier. Le tissu, on va utiliser de la feutrine. C'est doux, c'est cocooning, ça va donner quelque chose d'assez abstrait. Vous allez voir, ça va être très joli, et puis c'est surtout qu'on les fait nous-mêmes. La base pour confectionner nos fleurs vont être des feuilles cartonnées de couleur, de la feutrine qu'on peut acheter en simple petit carré si on n'en a pas chez soi, des fils de fer pour fixer nos tiges et de la mousse d'ornement. Je suis partie un petit peu sur la plante d'eucalyptus. On va essayer de s'en rapprocher au maximum parce que en fait, c'est une plante que j'aime beaucoup. Là, vous voyez, on en a juste à côté de nous. Donc là, il va falloir faire beaucoup de pétales. C'est la chose la plus longue, on va dire, dans notre petit tuto. Et une fois qu'on a réalisé des pétales de différentes tailles, hop, vous voyez, on en a déjà pas mal de faites. Alors, je me suis aidée pour certaines en les dessinant auparavant pour avoir une jolie forme. Qui dit feuilles, dit branches. On va mettre nos feuilles d'eucalyptus sur notre fil de fer. Tout simplement, on prend bien son temps pour percer. On peut aussi pré-percer nos petites feutrines avec une petite aiguille. C'est des fois plus simple. Et donc là, je termine. Et là, magie, vous voyez, on a notre première branche d'eucalyptus.
que vous voyez là. On va mettre notre mousse dans notre récipient. Là, j'ai un petit pot en béton. Du coup, on reste dans quelque chose d'assez brut, d'assez naturel. Là, je plante ma première branche. Et là, j'ai un petit peu triché. J'en ai déjà fait une un peu plus grande. Et voici le résultat de notre eucalyptus maison en feutrine. Et il est quand même pas mal, hein. Moi, perso, j'aime bien. Et maintenant, un autre style un peu plus coloré. J'ai choisi une feuille vert foncé qui va nous donner un rappel de la végétation. On va de nouveau découper des petites pétales, mais cette fois, on va partir sur quelque chose de plus graphique, de moins abstrait. On va dessiner du coup sur nos pétales. On va faire les nervures de nos feuilles. Donc là, j'ai choisi avec un feutre blanc pour vraiment avoir ce contraste vert et blanc. Et là, on va coller nos pétales sur des toutes petites tiges, toujours de fil de fer. On prend notre colle et là, on va coller notre petit fil de fer sur notre pétale. Et là, on va planter notre petite feuille et elle va rejoindre ses autres copines. Vous voyez? Surtout avec une plante graphique, dynamique, on a vraiment de la couleur. Donc ça, on peut mettre ça sur un bord de cheminée, c'est vraiment joli et ça apporte vraiment quelque chose de différent. Et ma dernière proposition fleur, elle va être vraiment destinée aux enfants. Vous allez sur internet, vous tapez patron fleurs en papier et là vous allez pouvoir trouver des petits cactus, des petites plantes. Juste tout simplement vous les découpez et regardez, hop, 2 petites fentes et là on a notre cactus. C'est super simple à faire, là les enfants ils adorent et vous allez pouvoir en faire une déco pour une table d'anniversaire par exemple ou alors pour leur chambre, c'est ultra simple. Donc maintenant, vous avez toutes les clés pour pouvoir végétaliser votre intérieur et sans avoir besoin d'arroser. Et ça, c'est bien, on n'arrose pas, du coup, on ne dépense pas d'eau, du coup, c'est bien pour la planète. Il est bien pour la planète, il est bien pour plein de choses. Oui, si, tu es éco-responsable, il paraît. Je fais ce que je peux. Je suis pas... Mais je me débrouille. Ouais, un petit pas peu. mal. Ouais. Je voulais vous parler de la justice. Parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut faire confiance à la justice. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que la justice, finalement. Parce qu'il y a de plus en plus de présomptions et de moins en moins d'innocents. Il faut faire confiance à la justice. Il faut la justifier, cette phrase, au lieu de la fustiger comme ça, en permanence. Aujourd'hui, notre société ne croit plus en la justice. Peut-être parce que la justice a plusieurs vitesses. On dit que la justice a 2 vitesses. Moi, je ne sais pas, je la trouve lente, la justice, et parfois rapide, quand il faut envoyer des amendes pour excès de vitesse. L'anagramme de justice, c'est cuite. Ça veut dire ce que ça veut dire, ou pas dire. Enfin, ça en dit long. Voilà des phrases qui veulent absolument rien dire, mais qui font en sorte de nous le dire. À vrai dire, je peux dire que ce que je vais dire juste avant va m'empêcher de le dire. Bah oui, on va nous l'interdire. Aujourd'hui, on vit dans une société où on ne peut plus rien dire. Voilà, par exemple, je trouve qu'on ne peut plus rien dire dans cette société parce que c'est compliqué là où j'en suis, mais on ne peut plus rien dire. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de déranger. Et oui, ça arrange ceux que ça dérange. Moi, je suis pour qu'on puisse dire tout ce qu'on veut, quitte à choquer, parce que quand on choque, on éveille des consciences, même on réveille des consciences. C'est con, mais c'est de la science. Parce que juste ou pas juste, déjà juste, c'est un prénom. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Mais si, je viens de vous le dire, il s'appelle Juste. Hein, vous vous appelez François, c'est Juste. Ben, lui, c'est pareil, c'est Juste. Ça, c'est dans Le Dîner de con, un film qui a marqué le cinéma français. Il l'a tellement marqué que l'Élysée reprend ce thème toutes les semaines. Sauf qu'ils ont changé le titre, ça s'appelle plus Le Dîner de con, mais Le Conseil des ministres. Faut que j'apprenne à me taire. Vraiment, faut que j'apprenne à me taire. C'est beau aussi de se taire. Un long silence, parfois même très court, ça veut tout dire. Comment on fait parler quelqu'un qui a décidé de se taire à tout jamais? Bah, c'est une seule solution, on le déterre. Ah bah oui, faut que j'apprenne à me taire, vraiment. Vraiment, faut que j'apprenne à me taire. Parce que, enfin, bon, moi, personnellement, j'ai pas de pot parce que je prends des amendes forfaitaires qui mettent mon compte à terre. Donc j'ai pas de pot. Enfin si, j'ai des pots, mais mon fils veut pas aller sur le pot. Marc, moi non plus, je veux pas y aller aux impôts. Non, je veux pas. Parce que le problème, c'est que je préférerais que mon fils aille sur le pot pour faire popo. Ça m'évite de changer sa couche quand je le couche. Enfin bon, bref, il faut vraiment que j'apprenne à me taire. Tu vois, cette chronique, elle a une problématique, c'est qu'elle n'est pas juste pour les gens qui pensent
que la justice est juste, et elle est plus que juste pour les gens qui pensent qu'elle devrait redevenir plus juste. Donc je vais finir avec une phrase qui dit que la loi naturelle est l'instinct qui nous fait sentir la justice. L'homme qui a dit ça, c'est un mec qui voulait pas se taire, j'ai nommé Voltaire. Eh bien, merci pour l'exploit. J'ai un peu ripé. T'as un peu ripé, mais il faut reconnaître l'exploit de l'écriture et de ce que tu fais. Merci beaucoup, Kevin. C'est du sport avec des mots. Et ben maintenant, on va faire du sport avec nos jambes, avec Anto. Merci. Oh, bravo. Avec Momo. Ouais. Coucou Anto, ça va? Ça Il va. fait pas chaud et on est un peu loin. Ouais. Viens Myriam. Ne t'enfonce pas, tes jolis petits mocassins là, dans le sable. Bonjour. Alors, tu fais un peu de sport puisque tu as dû faire du vélo. Tu as traversé toute l'Afrique en vélo quasiment. J'en fais pas de moins en moins par manque de temps, mais bon. T'en fais. J'en fais. Très bien. On fait Eh quoi ben, nous, on va voir un petit peu comment faire, même si on n'a pas forcément les meilleures conditions. Par exemple, tout à l'heure, petite blague magnifique, on va faire la natation sans eau. Ben là, nous, on va essayer de travailler avec des exercices sans eau, effectivement, pour pouvoir travailler tous les mouvements de la natation et pour pouvoir s'y préparer pour l'été et les moments où il fait un peu plus beau que ça et il fait un peu plus chaud, on a envie d'aller dans l'eau. Ok. Alors, première chose, c'est que natation, on a souvent des problèmes de mobilité pour aller chercher, par exemple, sur du crawl ou pour aller chercher sur des mouvements de nage classiques. On va avoir des problèmes de mobilité au niveau des épaules. Donc nous, on va s'attarder sur ça déjà dès maintenant. On va se mettre au sol et on va venir sur un petit exercice très très simple. Que On le fait toutes les deux? Allez, toutes les deux, c'est parti. On pose un genou au sol. Comme ça? Voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Et là, on va venir mettre la main exactement comme le fait Mariam. On va venir mettre la main opposée juste à côté. Tiens, voilà, nickel. avant que tout s'envole, hop là. Super. Moi, j'avais mis des petits poids pour pas que ça s'envole. C'est parfait. Oui. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans cette position-là, on commence déjà à avoir une position qui est intéressante pour ouvrir un petit peu le tronc. Et nous, on va aller accentuer ça en cherchant à ouvrir, à emmener le coude le plus haut que possible dans la direction opposée. Voilà, c'est ça l'idée, exactement. Et donc, tant qu'à faire, on peut du coup aller chercher avec le bras en entier en lui-même. Et donc, répéter ce mouvement plusieurs fois. On revient vers l'intérieur, on va revenir ramener le bras littéralement en dessous, sous le bras qui est ici. Voilà, loin en dessous, loin en dessous, très bien. Et on remonte là-haut et on ouvre et on ouvre, on ouvre. L'idée pour nous, c'est de créer une rotation ici du poignet, exactement, et ouvrir l'épaule au maximum vers l'extérieur, ce qui demande du coup de l'ouverture au niveau du tronc et au niveau des épaules. Yep. Donc on peut répéter ça quelques fois, une petite dizaine de fois. Et rapidement, avec le bras d'appui et en même temps les muscles du dos qui vont travailler, on va chercher à ouvrir et à augmenter sa mobilité immédiate. Sensation? C'est bien? C'est vrai? C'est pas trop. C'est pas si elle aime bien ou pas. Non, c'est bien. C'est pas mal, ok. Donc ça, c'est un petit exercice qui est déjà facile à faire, mais qui permet de préparer un petit peu la colonne à la rotation, à la torsion, qui va aussi avec la natation, et préparer aussi les bras et les muscles des épaules à bosser avec. Facile? Oui. Je crois que je referai ça à la maison. C'est bien pour me préparer. C'est bientôt l'été, donc c'est bientôt l'été, il faut s'y mettre là. préparer. Il faut s'y mettre, on est d'accord. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, l'attention, ça veut dire aussi un minimum du travail au niveau du reste du corps. Donc ça veut dire le tronc, les jambes et tout le reste. Donc il y a un autre exercice qu'on peut faire toujours aussi au sol, où là, on va se mettre cette fois-ci sur le dos. D'accord. Donc on s'allonge tout simplement, tu peux t'asseoir ou t'allonger. Tiens, regarde, tu as m'aider à quelque chose, j'ai perdu mon oreillette. T'as perdu ton oreillette, Voilà. ok, on va essayer de la retrouver. Si tu trouves l'oreillette, merci. Je n'ai plus de contact avec la régie. Donc vas-y, tu peux te mettre, tu peux t'asseoir tout simplement. Ah, m'asseoir. Là-bas, c'est parfait. Comme ça? Exactement. Je fais comme Ariane? Exactement. Oui. Alors tu peux te tourner et t'asseoir vraiment sur les fesses. On va se mettre assis, tout simplement. Voilà, nickel. Et là, le but du jeu pour moi, c'est de faire travailler un petit peu au niveau du tronc. Donc déjà, je vais t'allonger complètement. D'accord. Voilà, exactement. Et le but du jeu, ça va être de préparer un petit peu tout ce qui va être battement au niveau des pieds. Donc tout ce qui va demander un petit peu de travail abdominal, mais en même temps du contrôle sur les jambes. On va commencer tranquillement, tu peux tendre les jambes, voilà. Et je vais en vouloir juste une qui s'élève du sol et qui bat. Donc là, petit à petit, elle va faire quoi? Elle va travailler un petit peu... Je vais le faire à l'opposé pour les caméras. Super. Elle va travailler un petit peu les muscles du tronc, elle va travailler un petit peu les abdominaux, et elle va travailler aussi les fléchisseurs de la hanche. Et nous, le but du jeu, c'est carrément travailler les deux ensemble. Donc du coup, là, tu peux travailler, voilà, les deux. Oui. Et là, voilà, c'est pas la même, ok? Donc là, nous, on peut doser. On peut venir y aller au début, commencer comme ça, et se dire qu'on va faire plutôt du pédalo. Donc voilà, on amène l'un avec l'autre. Ou on peut carrément arriver sur des flotters, où là, du coup, on va tendre les deux jambes devant. Et on va juste chercher à faire des tout petits battements comme ça. Ah, nickel. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est de travailler vraiment beaucoup la ceinture abdominale, clairement. Oui, et là, ça fait travailler. Et là, tu la sens passer. On est d'accord. Allez, hop, super. Je vais t'aider à te relever tranquillement. Hop là, vas-y, on est bien, parfait. Merci. Super.
Le but du jeu, c'est quoi? C'est de trouver en fait des petits exercices qui vous permettent de sensibiliser le tronc, de sensibiliser les épaules et de se préparer à l'activité en elle-même de la natation. Tu sais, moi je nage et j'ai souvent très mal à la nuque. Eh bien justement, j'allais y venir. Il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont nous faire travailler pas seulement du coup juste les épaules, mais qui vont faire travailler aussi tous les muscles propriocepteurs au niveau de l'épaule et qui vont du coup aussi s'attacher légèrement au niveau de la nuque. C'est très simple, c'est commencer avec des petits exercices comme cela, où là on va chercher à mobiliser toutes les épaules et on peut engager aussi du coup le tronc en lui-même pour pouvoir amener à avoir un peu plus de recrutement sur ces muscles-là et leur permettre de travailler, de se relâcher un petit peu. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Allez hop. Ça. Donc on vient ici. On avance. On imagine, c'est comme si on allait faire, tu vois, un petit crawl. Voilà, on l'amène devant et on va chercher à écarter l'élastique. Et est-ce que je dois monter Voilà, et on ramène. Est-ce que je dois monter au-dessus? Alors l'idée pour moi, c'est de me dire, c'est comme si je plongeais. J'imagine en face de moi, il y a un endroit où je vais aller plonger dedans, donc je vais amener les bras et je vais y aller dedans. Exactement, et je reviens. Exactement. Voilà, par contre, toi, je sais pas comment tu plonges, mais c'est bizarre, hein, maman? Je sais pas, Donc tu viens amener devant, c'est ça, et tu écartes les bras. Ah, d'accord. Voilà, et tu ramènes. En écartant aussi. Mais voilà. et je remonte le buste? On va remonter le buste avec, exactement comme le fait Mariam, mais c'est incroyable, on dirait qu'elle a déjà répété. Superbe ça. Comme ça? Eh ben voilà, la natation est naturelle pour toi. Fais-moi voir. Donc. Voilà, et tu ramènes vers toi, comme si tu faisais en fait de la brasse tout simplement. Je viens avec ma brasse et je ramène. D'accord. Donc je fais ma petite brasse. Ça. Ouais. Exactement, mais oui, magnifique. Ok, ben voilà, super. C'est sympa ça, franchement, c'est bien. Ouais. Effectivement, on sent un petit peu le... On peut le faire sans eau, effectivement. Tu vois, elle a bien nagé sans eau. Magnifique. Superbe. Eh ben merci beaucoup. Je la reprends? Allez. Ah, tu ne me feras pas. Bon, bah, très bien, c'est pas grave. Tiens, Allez, c'est parti, on part du côté de Toulouse. On a préparé, enfin nous, on n'a rien préparé du tout, mais Laurette, elle a préparé une tomate burrata granola salée. Superbe. Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette zéro déchet. On va faire tomate burrata granola. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il nous faut oignons, ail, piment rouge, des tomates. Il va nous falloir aussi un petit mélange de graines, ici tournesol et courge, du piment d'Espelette, du paprika, de la fleur de sel, de l'huile d'olive. Il va nous falloir un petit peu de blanc d'œuf, des flocons d'avoine, des noisettes, de la burrata et du miel. Allez, aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec la tomate burrata. On va la revisiter parce qu'en fait, on va venir faire une compotée de tomates un petit peu épicée qui va venir se marier à merveille avec la burrata qui, elle, a un côté très doux, très crémeux. Pour ça, on va devoir les émonder et surtout, on va garder les peaux parce qu'on va les utiliser pour faire des sortes de petites chips pour donner du crispy à notre recette. Et on va aussi faire un petit granola salé pour accompagner le tout. Première étape de notre recette, on va faire la compotée de tomates. Pour ça, on va d'abord venir entailler nos tomates en croix et on va venir les plonger dans un grand volume d'eau frémissante. On les laisse comme ça 1 minute, on les récupère et on les plonge dans un saladier d'eau glacée. Ça va nous permettre de les émonder beaucoup plus facilement. On laisse les peaux de côté pour tout à l'heure, on va s'attaquer à la compotée. On va ensuite ciseler ail et oignons, on va les mettre dans un faitout avec de l'huile d'olive. On va aussi venir tailler grossièrement nos tomates et les ajouter. On va aussi ajouter un petit piment. Attention, on vient juste l'écraser et le mettre à l'intérieur. L'idée, c'est d'aromatiser sans avoir quelque chose de trop fort. On assaisonne, sel, piment d'Espelette, paprika. Une fois qu'on a mis le couvercle, on laisse compoter à peu près 20 minutes à feu doux. Deuxième étape de la recette, on va faire le granola salé. Pour ça, on va venir concasser grossièrement les noisettes. Et on va venir hacher les olives noires. On met tout ça dans un saladier avec les flocons d'avoine, les graines, ici tournesol et graines de courge. On va aussi ajouter un assaisonnement, paprika, piment, fleur de sel. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive, du blanc d'œuf et un peu de miel. On mélange bien et on met tout ça sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On étale au maximum. Ça permettra à l'ensemble de beaucoup mieux sécher si c'est bien étalé. On met au four, 170 degrés, 25 minutes et au milieu de la cuisson, on va mélanger un petit peu.
Troisième étape de la recette, c'est les chips de pot. On va préparer une assiette avec du film plastique dessus et on perce un petit peu. On vient bien sécher nos pots de tomates, on va les plonger dans de l'huile d'olive, on les égoutte et on les dépose sur le film plastique. On va faire sécher 2 minutes au micro-ondes. Et on va récupérer des petites chips de pot toutes croustillantes. Là, on met les petites pots sur un papier absorbant. Tous les éléments sont prêts, on passe au dressage. Pour le dressage, ça va être super facile. On va venir mettre notre compoté encore tiède dans le fond de l'assiette. On va déposer la burrata par-dessus, on peut légèrement l'ouvrir. On va parsemer avec le granola et les chips de pot. Un peu de burrata, un peu de tomate et on y va. Ce qui est top dans cette recette, c'est qu'on a vraiment le contraste entre le chaud et le froid qui est très agréable. Et en même temps, on a le côté un peu épicé de la tomate qui vient rehausser le tout. Vraiment, c'est top. Je vous conseille de le faire à la maison. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao! Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission. Vous êtes formidable. C'était un plaisir, Myriam, de t'avoir avec nous ce matin. Plaisir partagé. Merci. Et en plus, pour terminer l'émission, il y a Yasmine qui est avec nous. Yasmine, tu es donc la petite fille de Myriam. Oui. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande? Oui. Je vais être actrice, mais je ne veux pas rester toute ma vie actrice. D'accord. Je vais être actrice et après, je vais lancer ma marque. Ta marque de quoi? De cosmétiques. De cosmétiques. Très bien. Tu es présente dans le livre, donc tu as déjà plein de projets, c'est super. Est-ce que tu es contente d'être une fille? Parce que c'est quand même un livre qui met les femmes et les filles à l'honneur. Est-ce que tu es contente d'être une fille, toi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être une fille? Ben, un peu tôt. Enfin, c'est bien. Parce que, je sais pas, mais... Mais tu trouves ça top? Ouais. Tu trouves ça top? Est-ce que tu es fière de ta maman? Tu es très fière, c'est génial ce qu'elle fait. Hein. Tu sais, elle a choisi une chanson, peut-être que tu la connais aussi. C'est la chanson qui s'appelle Drôle de vie, mais elle a choisi l'interprétation par Laïla El Bekti et Géraldine Nakache. Tu as déjà vu le film Tout ce qui brille? Non, on n'a pas eu l'occasion de le voir avec elle, mais c'est vrai que l'air t'as l'âge, on peut regarder. Ah bah oui, c'est vraiment t'as l'âge. Toi, est-ce que tu as une super copine? J'en ai 2. C'est qui tes copines? Il y a Lucie et Lola. Lucie et Lola, et ben voilà, c'est l'histoire de super copines. Et de toute manière, entre femmes, c'est bien d'être toutes copines, de se serrer les coudes pour réussir. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, merci à toi, Ryan. Tu reviens quand tu veux. Je rappelle, ce livre, on n'a pas dit où il était disponible. Alors, il est disponible dans la médiathèque de Montauban, la Bibliothèque nationale de France, la Mémo du Tarn-et-Garonne et à la vente, en fait, en contrepartie d'un don à l'association qui soutient le livre, au showroom, Concept Store de Montauban, mais sinon directement en me contactant. Très bien, donc via les réseaux sociaux, par exemple. Tout à fait, via LinkedIn, via Instagram et Facebook. Eh bien super, je vous conseille vraiment ce livre avec des portraits de femmes absolument exceptionnels, à l'image de Myriam et de Yasmine, qui est une future actrice. Retenez bien son nom. Tu as commencé les cours de théâtre? Non, l'an prochain. Ah, l'an prochain. Bah oui, faut y aller. Hein. T'as une carrière devant toi quand même. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. À très vite sur France 3 Occitanie. On se laisse avec cette super chanson. Bye bye. Au revoir. Laisse les autres te